Nous sommes jeudi 29 avril 2021. Ceci est notre 4e rendez-vous de la semaine. Je vous donne les titres du Trésor que vous avez choisis. Traditionnel rendez-vous du gouvernement. Hier, le Conseil des ministres a statué sur la question du système de facturation de l'ONEA. Et les perspectives d'un nouveau vaccin anti-paludéen ont été abordées. Dans ce journal, on fait le point avec notre reporter Fatima Tenkema. Coupure intempestive d'électricité, les dégâts sur les activités des Burkinabés sont assez lourds. Ralentissement du rythme de travail, détérioration des aliments, plainte de la clientèle, bref, la situation est pénible. Tout de suite, des réactions des acteurs touchés par ces coupures d'électricité. Épidémie de Covid-19, un nouveau record de décès en Inde. En moins d'une semaine, le pays a dépassé le seuil de 200 000 morts. Une situation assez inquiétante pour le pays et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bonjour, merci de nous rejoindre. Système de facturation de l'ONEA et célébration du 11 décembre 2021 à Ziaré dans la région du Plateau central. Ce sont les points prioritairement abordés au Conseil des ministres d'hier, 28 avril 2021. Aussi, il était question de la phase d'expérimentation d'un vaccin contre le paludisme au Burkina Faso. Le point du Conseil des ministres avec Fatima Tenkema comme aussi. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA abandonne l'actuel système de facturation de l'eau qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le Conseil a marqué son accord pour la mise en place d'un nouveau système de facturation. Cette décision fait suite à la présentation d'un rapport relatif aux difficultés de l'ONEA par le ministre de l'eau et de l'assainissement. Selon le ministre, cette réforme permettra de relever les consommations réelles des populations. La nouvelle formule consistera à rester dans le bimenstruel. Mais si je garde le mois de janvier et de février, cette fois-ci, nous n'allons pas relever en janvier, mais nous allons nous mettre donc à la fin du deuxième mois pour relever le compteur, ce qui nous donne l'avantage d'avoir une consommation cumulée du consommateur des mois de janvier et de février. Donc, ce système sera basé sur une consommation réelle. Une consommation cumulée de 2 mois qui sera divisée en 2 tranches, chose qui permettra, selon le ministre, de remettre aux consommateurs 2 factures. Nous prenons la première moitié pour le mois de janvier, tout en maintenant la tranche sociale qui est de 8 mètres cubes pour le mois de janvier. Nous prenons la deuxième moitié au titre du mois de février avec une fois de plus la tranche sociale qui est de 8 mètres cubes et la facture du mois de janvier sera payée à une échéance comme mars. Celle qui sera retenue au titre du mois de février sera payée à une autre échéance comme le mois d'avril. Le Conseil des ministres du jour a également félicité les chercheurs burkinabés pour les résultats avancés d'un vaccin candidat contre le paludisme, un vaccin efficace à 77%. Chose qui permettra de passer à une 3e phase des tests. Qui est une phase beaucoup plus élargie qui va se passer non seulement au Burkina Faso ici, mais dans d'autres pays comme la Tanzanie essentiellement. Cette phase 3 va débuter donc en 2021 et donc nous espérons que d'ici au plus tard en tout cas 2 ans, nous soyons tous heureux en Afrique sur ce continent de convenir et de retenir que nous avons enfin un vaccin contre le paludisme. La question de la célébration du 11 décembre dans le plateau central a également été abordée lors de ce Conseil des ministres. Selon le porte-parole du gouvernement, le timing est respecté. Toujours selon lui, le gouvernement espère être au rendez-vous en ce qui concerne le volet infrastructure, car le dépouillement des dossiers d'appel d'offres est en cours. On reste dans le cadre du Conseil des ministres. Sachez que le ministre porte-parole du gouvernement, Ouseni Tamboura, est revenu sur l'attaque de Pama et les attaques perpétrées dans plusieurs villages du Sahel. Au nom du gouvernement, il a présenté ses condoléances et appelé tous les Burkinabés à se mettre en ordre de bataille. Fatima Tenkema a recueilli ses propos pour vous. C'est dans cet élément. Le fait d'être accompagné, d'être escorté, ne dispense pas l'escorte ou le village ou la zone. Des camps même ont été attaqués.
dans l'historique des attaques terroristes dans notre pays. Donc je pense qu'il faut mettre ça sous le régime, de mon point de vue, commun de ce que nous vivons depuis 5 ans. Et c'est le moment de réengager notre peuple et la population, de redéployer la vigilance, de ne pas baisser la garde, de se remobiliser afin de mieux collaborer avec les FDS, de réengager aussi les FDS, de les encourager, parce que ce n'est pas une mission aussi simple. Et puis bien sûr de réengager aussi les partenaires du Burkina Faso sur ces défis de la sécurité. Et à l'occasion, nous avons présenté nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu des personnes, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient burkinabées. Je pense que les procédures sont les mêmes. Pendant que le gouvernement va certainement s'adresser aux ambassades, aux gouvernements étrangers, le ministère de la Défense va de façon très organisée aussi s'adresser aux Burkinabés qui ont perdu la vie, puisqu'il s'agit ici d'une vie pour une vie. On ne va pas faire une différence à ce niveau. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur ces incidents tragiques et qui finalement portent à plus d'une vingtaine de morts dans la seule journée du 26 et du 27. Et nous déplorons naturellement ces incidents, mais comme je dis, c'est une occasion de se remettre au travail contre le terrorisme. Chacun au niveau où il se trouve, que ce soit les journalistes, que ce soit les populations, que ce soit les femmes, les enfants, tout le monde doit se mettre en ordre de bataille pour faire en sorte que nous puissions faire face à ce terrorisme. Et naturellement, je pense que c'est un appel que le gouvernement réitère. Dans le cadre de la tenue prochaine des Assises nationales sur l'éducation, le ministre en charge de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, poursuit sa série de visites. Le 27 avril dernier, il était chez le président du Haut Conseil du dialogue social, le professeur Domba Jean-Marc Palma. Visite concluante, Stanislas Ouaro a le soutien du Haut Conseil du dialogue social pour la réussite des Assises nationales sur l'éducation. Le ministre de l'Éducation nationale a eu un entretien avec le président du Haut Conseil du dialogue social, professeur Domba Jean-Marc Palma. Il s'est agi pour le ministre Ouaro d'exposer au président de l'institution les aspects qui ont conduit à l'autorisation de la tenue des Assises nationales sur l'éducation par le président du Faso. Dans cette même veine, il a sollicité l'accompagnement du Haut Conseil du dialogue social. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour rencontrer le président du Haut Conseil du dialogue social ainsi que ses collaborateurs pour parler des assises nationales sur l'éducation nationale que nous souhaitons organiser. Et c'est ainsi que nous sommes venus rencontrer le président du Haut Conseil du dialogue social ainsi que les vice-présidents et conseillers pour présenter la démarche d'organisation de ces assises et recueillir leurs suggestions, leurs commentaires, leurs contributions pour améliorer le document de base que nous allons élaborer. Quant au président du Haut Conseil du dialogue social, il a laissé entendre que son institution est au service de tout le monde. Par conséquent, il rassure au ministre Ouaro que son département ne ménagera aucun effort pour la réussite des Assises nationales sur l'éducation. Nous prenons l'engagement de les accompagner, de leur donner nos points de vue et de les accompagner sous quelque forme que ce soit pour que, au sortir de ces assises, on ait une école qui soit performante et qui aide effectivement au développement du pays. Parce qu'on ne peut pas continuer tel que c'est aujourd'hui. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il faut à un moment donné avoir le courage de s'arrêter, réfléchir et prendre une autre direction. Les échanges entre les deux institutions ont également porté sur la gratuité de l'éducation, la violence dans les établissements, la consommation de la drogue, la relecture des curricula et surtout les réformes en cours dans l'éducation. À Bobo Dioulasso, les responsables et les agents de l'ONI, l'Office national de l'identification, étaient en conclave. Objectif, faire le point des activités dans les centres de traitement intermédiaire des données. La rencontre a eu lieu mercredi dernier et a été l'occasion de révisiter les procédures de travail avec l'ouverture des antennes régionales qui ont entraîné un redécoupage du circuit de traitement et de distribution des données collectées. Joseph Koudrou sur place à Bobo Dioulasso. Ils sont environ 70 agents à prendre part à cette rencontre annuelle des agents des centres de traitement intermédiaire des données CTID. Une rencontre qui se veut un cadre d'échange entre les agents des CTID et les cadres de l'Office national d'identification ONI. Ce sont ces agents techniciens qui sont dans les centres de collecte des provinces et qui sont chargés d'encadrer techniquement les agents collecteurs photographes qui sont autour de 400 personnes sur l'ensemble du territoire national.
Donc vous voyez que leur rôle d'intermédiaire entre les agents collecteurs photographes et l'administration centrale est fondamental en termes de remontée de l'information, en termes d'encadrement technique, en termes aussi de suivi quotidien de la collecte et de la distribution des cartes nationales d'identité. Donc il est important qu'annuellement, nous les rencontrons pour qu'on ait un retour technique de leur travail sur le terrain, afin que nous aussi au niveau central, nous leur donnons un certain nombre d'observations et d'instructions pour qu'au final, le travail des agents collecteurs photographes se mène au mieux au bonheur des citoyens. L'une des innovations est l'ouverture des antennes régionales de l'ONI en cours, une innovation qui vient soulager les populations. La réouverture de ces antennes régionales entraîne un redécoupage en fait du circuit de traitement, de distribution, de collecte des cartes nationales d'identité. Donc certains qui transmettaient par exemple directement leurs données au niveau central doivent désormais les rediriger vers des antennes. Il faut dire que notre organisation administrative ne suit pas totalement l'organisation administrative, j'allais dire de nature politique, parce que nous suivons un circuit spécial. Donc il est bon qu'on revoie ensemble si les circuits ainsi définis répondent effectivement aux besoins de célérité et de délivrance dans la collecte et la distribution des cartes d'identité. Dans une perspective d'anticipation, des opérations spéciales sont prévues pour observer les demandes et les besoins en CNIB en perspective des élections municipales de 2022. À présent, on s'intéresse aux conséquences des coupures intempestives de l'électricité. La période de canicule au Burkina Faso est très pénible à supporter, vous l'aurez constaté dans vos domiciles. Eh bien, sachez qu'au-delà de votre bien-être qui est affecté, des activités sont au ralenti à cause de ces coupures. Vous allez le voir tout de suite, des travailleurs constatent impuissamment leur rendement quotidien croulé sous le poids des coupures régulières d'électricité. Constat dans une zone d'activité diverse de Ouagadougou. Notre reporter nous conduit au secteur 24, précisément au quartier Ouaga Inter, dans l'arrondissement 5 de la capitale. Faisal Rabo est soudeur au quartier Ouaga Inter. Mamadi Wanga, lui, est gérant de poissonnerie à Kalgondé. Tous les deux ont besoin d'électricité pour mener à bien leurs tâches quotidiennes. Malheureusement, ces derniers temps, on assiste à des coupures intempestives de l'électricité, ce qui n'est pas sans conséquences sur leur travail. Les coupures d'électricité nous dérangent beaucoup. Tu peux donner rendez-vous à un client, t'as fini, c'est la bagarre. Tu donnes un délai de 3 jours à un client et chaque jour il y a coupure. À la fin, tu deviens un menteur devant le client. Si la Sonabel peut réduire les coupures, s'ils peuvent couper au moins 2 fois dans la semaine, c'est mieux. Sinon, ça ne nous arrange pas. Les coupures d'électricité nous font beaucoup de peine. Nous qui vendons le poisson, en cas de coupure, tout se décongèle et ce sont des disputes entre nous et nos clients. Nous n'avons pas de moyens pour nous procurer des plaques solaires ou groupes électrogènes. Depuis 11 heures qu'on n'a pas le courant. Il est actuellement 15 heures, toujours rien. Et c'était la même chose hier. Le poisson se gâte et ça fait pitié. Si les coupures d'électricité affectent donc le rythme de travail de Faisal Rabo, soudeur, pour Mamadi Wanga, la situation est encore chaotique. Il se retrouve avec de la marchandise à moitié avariée. Des coupures à répétition qui n'arrangent pas également le travail d'autres commerçants. Par exemple, ceux qui vendent des produits à conserver régulièrement au frais. Ici, dans une alimentation de la place, on fait recours à d'autres alternatives telles que les groupes électrogènes en cas de coupure d'électricité. Chose qui n'est pas à la portée de tous. Delchamp Bambara, propriétaire de ce secrétariat, est obligé d'attendre le retour de l'électricité. Voici, tout est aux arrêts, on est là assis et depuis hier c'est comme ça. Les coupures intempestives, on brûle certaines machines, même la rame de certaines machines. On ne sait pas comment s'en sortir. Et puis actuellement, on ne peut pas travailler. Il n'y a pas de mouvement, rien. On n'a pas d'électricité. Vous voyez dans quel état je suis. Je suis tout trempé de sueur. Je me débrouillais avec le reste de ma machine qui avait un peu d'autonomie. Donc là, lui-même, il vient de s'éteindre. Donc je suis là, j'attends l'électricité. Bon. C'est ce qu'on vit tous les jours au quotidien. On se demande, on se dit que ça va changer.
Les délestages ne sont pas sans conséquence dans la régulation de la circulation également. Nous sommes toujours dans le quartier Ouaga Inter et les feux tricolores sont aux arrêts. Les forces de sécurité sont alors obligées d'intervenir. Des situations que vivent les Ouagalais chaque année en période de canicule. On se demande à quand la fin de ce calvaire. Voilà, la nationale de l'électricité est interpellée. En attendant la fin de ces coupures d'électricité, ce sera bien de vous détendre. Je vous amène maintenant à découvrir une pratique qui vous fera beaucoup de bien. Il s'agit de la réflexiologie. C'est une technique thérapeutique issue de la médecine traditionnelle chinoise. La réflexiologie utilise le massage manuel pour vous détendre et venir à bout de certains maux. Mais attention, toutes les zones du corps ne se prêtent pas à ce type de massage. Sonia Kopti. Ce sont les organes génitaux, le ventre. Est-ce qu'elle a des douleurs en bas ventre? Tu vois? Mais au niveau des autres organes, vu la jeunesse du bénéficiaire, elle est en forme, pas de douleur. La douleur lors de ce type de soins est en effet l'élément indicateur de dysfonctionnement dans l'organisme selon Estelle Vilonguezo. Elle est ainsi en pleine séance de réflexologie qui propose la guérison des maux à travers des massages, généralement des terminaisons nerveuses des pieds. Une pratique très peu connue au Burkina. L'OMS reconnaît également les médecines complémentaires, les thérapies complémentaires. Et la réflexologie est classée dans ce registre. Mais dans nos pays africains et même sous d'autres cieux en Occident, la réflexologie n'est pas encore légiférée. Toutefois, dans plusieurs pays, la réflexologie travaille en corrélation avec la médecine conventionnelle en accompagnement de plusieurs thérapies. Yvonne Ouattara fréquente ce cabinet depuis quelques mois. Sa profession, psychologue, est source d'un important stress qu'elle parvient à évacuer à travers les séances de réflexologie. Je cherchais quelqu'un qui pourrait me faire des massages, la réflexo, parce que mon métier est très stressant et j'ai besoin de pouvoir réguler le stress, mais pas seulement, aussi j'avais quelques soucis au niveau du genou et des problèmes de circulation. Et depuis que je viens ici, c'est vraiment très net l'amélioration que j'ai constatée au niveau de la détente qu'on a après les soins et aussi sur la régulation du système circulatoire et lymphatique. Et d'ailleurs, je ne savais pas que je pouvais bénéficier de réflexologie ici au Burkina. Des soins en effet existants au Burkina. La pratique fait son petit chemin, nous explique la réflexologue, et seulement grâce à une communication de bouche à oreille. Aujourd'hui, des gens quittent d'autres villes du Burkina pour venir en séance de réflexologie à Ouagadougou. Au départ, beaucoup de gens me disaient « c'est un truc de blanc ce truc-là ». Alors ta chose là, c'est un truc de blanc. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que ma clientèle à 90% est totalement de chez nous, quoi. Cet homme de cinéma a lui aussi eu recours au service de réflexologue après avoir expérimenté d'autres types de massages. Des douleurs d'une fatigue générale qu'il a traînées sur une longue période ont pu être soulagées dès les premières séances. Par curiosité déjà, je me suis orienté, j'ai fait appel à ces dames. Et puis c'était intéressant parce que ça commençait par un entretien et j'ai appris beaucoup parce qu'elle a aussi une double casquette de nutritionniste, donc j'ai appris des petites astuces que j'utilise depuis. Et puis la séance proprement dite, principalement c'est la plante des pieds, même si c'est pas ce que j'ai connu de plus agréable. Mais en tout cas, c'est très efficace. Déjà, au bout d'une séance, je sentais la différence. Des compléments et des outils dans la pratique de réflexologie, Estelle parle d'essence naturelle. J'associe personnellement, et beaucoup de réflexologues d'ailleurs, associent la régularisation du style de vie de la personne par son alimentation. Il y a également les essences naturelles. Je précise, il y a les essences végétales biologiques de feuilles que nous utilisons dans les protocoles à boire comme à utiliser directement en cutané. Il y a aussi d'autres accompagnements en feuilles, en infusion. Mais en réflexologie, tous les organismes ne sont pas de la même réceptivité. Et la sensibilité varie vraiment d'une personne à une autre. Donc le réflexologue doit être à l'écoute vraiment
de son bénéficiaire, de ses ressentis, et tout ceci contribue à sa méthode de travail. Estelle Vilonguezo pratique la réflexologie depuis 2017. Elle s'est en effet reconvertie. Tout est parti d'une entorse dont elle a été victime sur son lieu de travail en tant que fonctionnaire. Soignée par la réflexologie, elle entame des études et obtient son diplôme et le titre de réflexologue. C'était un match sans enjeu, mais il aurait pu terminer en beauté. Dommage, Salitas a donné raison à son adversaire. L'étoile sportive du Sahel a disposé des Colombes de Ouaga 2000 hier au stade olympique de Radessa. Score final 2-1. C'était une rencontre comptant pour la 6e journée des phases de groupe de la Coupe CAF, Confédération africaine de football. Salitas occupe la dernière place du groupe C avec 3 points et est éliminé de cette compétition. Assami Thiam Touré, notre envoyé spécial en Tunisie. Le parcours de Salitas en campagne africaine a pris fin cette saison. Déjà éliminé avant la 6e journée pour cette rencontre, face à l'étoile sportive du Sahel, Laïc Koulibaly a fait tourner son équipe. Dès la 5e minute de jeu, sur cette passivité de la défense, Hamza Lahma ouvre la marque. Salitas court derrière l'égalisation sans réussite jusqu'à la pause. Le retour des vestiaires, les Burkinabés se font cueillir à froid une fois de plus. À la 46e minute, sur une erreur défensive, Salim chipe le ballon et sert Souleymane Koulibaly, l'ivoirien du groupe, pour le second but. Après cette douche froide, Salitas met le pied sur le ballon, multiplie les actions. Hamza Ouedraogo procède par des changements et Salitas prend le contrôle de la rencontre. À la 63e minute, Zati Dramé, entré en cours de jeu, sur cette frappe tendue, cloue le géant Aymen Metlouti, l'emblématique gardien de but de l'étoile sportive, qui a fait ses beaux temps avec l'équipe nationale en 2004. À 2-1, après ce but, le score restera inchangé. Salitas perd une fois de plus, mais l'entraîneur adjoint se dit content de la prestation de son équipe. Voilà, je me dis, bon, c'était un bon match. Voilà, chaque équipe a eu son mi-temps. Voilà, nous, bon, après mi-temps, il n'y a pas manque de concentration, pas des erreurs qui ne pardonnent pas au niveau. On a cassé un but dès la 5e minute qui a un peu joué sur l'équipe aussi. Voilà, donc je me dis aussi, dans le contenu était bon, parce qu'on est sur beaucoup de tableaux à Ouaga, championnat, Coupe de Faso, donc c'est un peu serré. Comme ce match c'était sans enjeu aussi, on aurait voulu vraiment faire honneur au pays. Voilà, mais là, ça n'a pas été. Voilà, on a mis les enfants en première mi-temps, on a essayé de jurer. Bon, en deuxième mi-temps, on a essayé de mettre les titulaires. Vous avez vu comment la physionomie du match a changé. Voilà, donc en tout, vraiment, je ne peux pas dire qu'on soit avec la grande porte, mais le contenu était bon. Du côté des Tunisiens, c'est également l'élimination malgré cette victoire. Pour l'entraîneur, il était impératif de quitter la compétition par une victoire. Pour nous, le plus important, c'est les 3 points, mais ça ne se fait pas pour un grand club comme l'Étoile. Je sais, les objectifs sont toujours la qualification. Notre objectif principal, c'était la Coupe de la CAF. Malheureusement, on n'a pas pu faire cette qualification-là. Mais aujourd'hui, heureusement, on a terminé en beauté avec 3 points. Le plus important pour moi, c'est l'état d'esprit, l'envie. Et on a vu l'envie, surtout première mi-temps. On a vu une équipe qui a voulu gagner. Et c'est ça le plus important pour moi. Dans ce groupe C également, Djaraf et CS Sfaxien se sont quittés par un score vierge. Djaraf occupe donc la première place avec 11 points et Sfax 10 points, qualifiés toutes les deux pour les quarts de finale. L'étoile sportive a 8 points et Salitas 3 points. En Inde, la situation sanitaire est davantage inquiétante. Le nombre de morts dus au coronavirus a dépassé le seuil de 200 000 mercredi dernier. Avec ce nouveau record de contamination, l'Inde devient le 4e pays le plus endeuillé, derrière les États-Unis, le Brésil et le Mexique. L'aide internationale a commencé à affluer selon l'OMS. Le nombre de morts du coronavirus en Inde a dépassé les 200 000. Avec plus de 3000 décès signalés pour la première fois ces dernières 24 heures. La crise sanitaire est particulièrement grave à New Delhi où des personnes à bout de souffle meurent aux portes d'hôpitaux bondés qui manquent cruellement de lits, de médicaments et d'oxygène. L'aide internationale continue d'arriver, mais le nombre de contaminations bat tous les records. Près de 6 millions d'Indiens ont contracté le virus sur ce seul mois d'avril.
Sur le plan de la vaccination, l'Inde a jusqu'à présent administré 150 millions de vaccins. Et à partir de samedi, le programme sera étendu à tous les adultes. Ce qui signifie que 600 millions de personnes supplémentaires pourront en bénéficier dans les semaines à venir. De nombreux États signalent toutefois que leurs stocks de vaccins sont insuffisants et les experts appellent le gouvernement indien à donner la priorité aux groupes vulnérables et aux zones du pays les plus touchées. L'explosion du nombre de cas en Inde est notamment imputée à un variant du virus et à des rassemblements politiques et religieux de grande ampleur. C'est la fin de ce journal que j'ai pris plaisir à présenter. Je vous retrouve demain à la même heure sur ce même plateau pour de nouvelles informations. À demain, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.